nous avons quitté le Japon très très rapidement pour se retrouver en Europe et plus précisément en Suisse avec notre nouvel invité avec lequel nous allons parler de résilience. Nous allons retrouver dans quelques minutes Gérald Métrose, auteur, conférencier, artiste. Alors Gérald, avant de vous laisser la parole, quelques mots sur cette résilience dont nous avons beaucoup parlé hier déjà avec tous nos invités. Je rappelle ce qu'est cette résilience et vous reviendrez dessus dans votre intervention. En chimie, on dit que la résilience est la capacité d'un métal ou d'une matière à reprendre sa forme initiale après avoir subi un choc, une transformation, une torsion ou une déformation. Nous, la résilience qui nous intéresse, dont vous allez nous parler, c'est en entreprise. Elle est avant tout la capacité de s'adapter aux changements constants qui sont imposés par la vie, par le marché, par la situation concurrentielle, par la conjoncture ou tout autre imprévu. Et on sait de quoi on parle en ce moment. Mais la résilience, on a bien vu hier que ça ne se décrète pas. On n'est pas forcément égaux face à cette résilience. On n'a peut-être pas tous la même capacité à être résilients. Les circonstances de la vie peuvent nous amener à être résilients. Et en l'occurrence, c'est surtout de cette histoire-là dont nous allons parler avec vous. Très jeune, vous avez été privé de vos deux jambes. J'ai retenu une très jolie phrase dans la préface de votre livre, écrite par Sandro Anchisi, ou Anchisi, j'espère que je n'écorche pas trop son nom. Il dit de vous, faire le deuil de la verticalité aurait pu te voir renoncer définitivement à tout un univers d'expériences et d'échanges humains. Pourtant, ton regard sur la vie respire l'espérance et le respect de l'autre. Donc visiblement, vous n'avez pas fait ce deuil-là et vous avez fait preuve à maintes reprises de résilience. Vous parlez même de liberté dans la contrainte dans votre livre « La vie d'en bas ». Alors comment vous vivez cette résilience au quotidien et comment vous pouvez nous en parler? Bonjour Gérald Métrose. Bonjour et merci pour cette invitation. C'est un grand plaisir pour moi de venir parler de résilience aujourd'hui. C'est clair que lorsque on a un visuel de ma personne, on se dit toujours, tiens, qu'est-ce qui lui est arrivé à cette personne? Alors, vous avez dit, moi, j'ai perdu mes jambes à l'âge de 2 ans et demi, j'ai passé sous un train et j'ai dû commencer ma vie avec un premier exemple de résilience, c'est-à-dire comment s'ajuster avec de nouvelles données. Les nouvelles données, c'était que je n'avais plus de jambes et qu'il fallait que je fonctionne dans un monde, que ce soit mon monde familial, mon monde social, mon monde scolaire, plus tard le monde professionnel. Donc, vous l'avez dit sur mon parcours, j'ai été sportif professionnel. J'ai eu la chance d'être aussi chef d'entreprise puisque j'ai dirigé pendant 30 ans une société de management de joueurs de hockey professionnels en Suisse, en Europe et dans le monde. Donc j'ai dû m'adapter, j'ai dû aussi transformer mes rêves. La résilience, c'est aussi parfois transformer ses objectifs et ses rêves. C'est aussi souvent prendre d'autres chemins pour arriver à des résultats équivalents ou différents de ceux que d'autres personnes auraient pu avoir en prenant les chemins plus normaux, plus ordinaires, on dira. Voilà, ça c'est un peu pour vous expliquer qu'en fait, moi j'ai été usé à la résilience. Probablement, la résilience, c'est toujours le grand débat. Est-ce que c'est quelque chose d'acquis ou quelque chose d'inné? Alors, je ne sais pas s'il y a une réponse scientifique, médicale à ça. Lorsqu'on parle d'individus, en entreprise, il y a d'autres moyens, peut-être une autre approche à avoir sur la résilience, j'en parlerai un peu plus tard. Je voulais un petit peu vous dire que j'ai été usé moi-même à devoir m'ajuster, à devoir faire face à des changements. Les changements, comme on le sait depuis le Big Bang qui a provoqué qui a été la création de l'espace et du temps, aucune structure, aucune personne, aucune entité n'échappe à l'entropie. L'entropie, c'est la transformation, c'est l'usure, c'est le changement. On peut s'enfermer tout seul dans un monastère au sommet d'une montagne au Népal et dire, voilà, moi je refuse le changement, mais autour de nous, même en étant perché là-haut, autour de nous, le monde va changer pendant que nous refusons le changement. Donc, en fait, le changement et le temps et l'usure du temps font partie de notre existence. Vous l'avez dit, la résilience, elle est provoquée, elle vient parce qu'il y a du changement. Le changement, c'est la seule chose dont on est certain à tous les moments, que ce soit au niveau d'une personne, d'un objet, d'une entité, d'une entreprise, c'est la seule constante à laquelle on ne peut pas échapper. Je prends l'exemple d'une voiture.
où certaines parties de la voiture vont s'user. Le moteur va peut-être s'user plus vite, les pneus moins vite. Bref, à tout moment, chaque sous-système d'un grand système va s'user, va connaître l'usure du temps et va décliner ou changer de forme. C'est la même chose pour le corps humain. Hein. Nos organes ne sont pas tous égaux. On a chez certaines personnes des problèmes mécaniques peuvent apparaître avant des problèmes organiques. Au niveau de la santé, on s'en aperçoit tous les jours qu'il y a des gens qui sont plus résistants à d'autres. Certains de nos organes sont plus résistants que d'autres face aux maladies et tout ça. Et bien, dans une entreprise, c'est exactement la même chose. Lorsque les changements apparaissent, il faut bien se rendre compte que dans une entreprise, lorsqu'un changement vient et qu'on doit s'ajuster, eh bien les ajustements ne frappent pas les secteurs d'une entreprise de façon égale. Comme on le sait, une entreprise, elle est comme une entité, comme un corps humain, comme une voiture. Elles sont composées. Elles sont un système qui sont composés par strates de sous-systèmes. Alors, je prends l'exemple d'une entreprise. Vous aurez la direction, vous aurez les RH, vous aurez la production, vous aurez l'administration, vous aurez plein de la finance, la vente. Et lorsqu'un changement s'adapte, un changement s'impose et un ajustement s'impose, chaque strate ne pourra pas réagir à la même vitesse. Je prends l'exemple que si on change de stratégie dans une entreprise, ben le marketing, en une semaine, ils vont vous faire des nouveaux logos, ils vont vous faire des nouveaux visuels de publicité. Par contre, peut-être à la production, ça va prendre, pour entraîner les gens à réagir différemment, à les présenter le produit différemment, à le vendre différemment, ça va peut-être prendre une année d'entraînement. Et c'est ces différences de temps, et c'est ces différences de temps dans l'ajustement qui vont, ce qu'on appelle, créer un problème. Un problème. Alors c'est ça le problème, c'est la différence de temps d'adaptation de chaque sous-système pour s'adapter à un changement. Alors maintenant, la grande constante depuis 20 ans, 30 ans, c'est l'accélération du changement, donc l'accélération, c'est-à-dire que les entreprises sont de plus en plus et de plus en plus régulièrement et de plus en plus rapidement confrontées à plein de problèmes. Donc elles doivent en plus s'ajuster et s'ajuster et faire face à ces problèmes. Un problème, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est la différence de temps d'adaptation à ces ajustements. Et un problème, on parle d'un dysfonctionnement, et quand on parle de dysfonctionnement, on parle de désintégration d'un système, qui est exactement le contraire de l'intégration. Et on en parlera plus tard, et lorsqu'on parle de dysfonctionnement et de désintégration, c'est à ce moment-là qu'on peut entrer en discussion sur un concept de résilience. Pourquoi est-ce que vous faites tellement cette association entre résilience, désintégration ou résilience, dysfonctionnement ? Parce que la résilience, la désintégration et les dysfonctionnements, le contraire de la désintégration, c'est l'intégration. L'intégration, c'est quoi ? C'est la guérison. En fait, de quelque chose qui est en train de partir en miettes, on essaie de le guérir et de faire que ce soit de nouveau une unité, pour que le système, le grand système, fonctionne bien parce que les sous-systèmes fonctionnent bien. Ça veut dire qu'on essaie de guérir, on essaie de faire de quelque chose qui était désintégré, on le réintègre, on le remet ensemble. La résilience, c'est exactement la même chose. Lorsque le métal est courbé par le choc, il va reprendre sa forme initiale, il va redevenir un, il va redevenir à l'état originel d'unité de ce qu'il était au départ. Et donc, dans la question de la résilience, il y a deux grandes questions qu'il faut se poser pour entamer un processus de résilience. Un, qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-ce qui a changé ? Quelle est la nature du changement ? Et deux, quel est le secteur qui a été affecté dans notre entreprise par ce changement, qui ont été progressivement les plus affectés et sur lesquels il va falloir aller travailler sur ce que j'appelle la réintégration, remettre
ensemble les pièces du puzzle qui sont en train de se déglinguer et de se désintégrer. Et avec ces deux outils-là, donc l'analyse, c'est qu'est-ce qui a changé et quels secteurs ont été touchés. Alors, après ça, lorsque l'analyse est faite, il y a les solutions. Et on arrive à un moment donné, on dit, ben voilà, après analyse, il va falloir prendre des décisions, on a trouvé le problème, on a cerné le problème. Alors, comment on cerne le problème et comment on met le doigt sur le dysfonctionnement, ça c'est peut-être l'objet d'une autre conférence, mais peut-être après on pourra, dans les questions peut-être, je pourrai en parler un peu plus à fond. Donc après analyse, on va devoir prendre des décisions. Alors prendre des décisions, c'est la première chose. Ce qui est encore plus difficile, c'est l'implémentation des décisions. Alors, je disais, lorsqu'on est face à une forme de désintégration, le remède, c'est l'intégration. Alors en théorie, c'est assez joli tout ce que je viens de dire là. Mais dans la pratique, qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qu'on a comme solution? Je disais tout à l'heure, il y a certaines entreprises qui disent, nous on refuse le changement, on s'enferme dans notre coquille, on se dit non, on va continuer comme ça, et puis tout le monde a tort, nous on a raison, et on va continuer dans cette ligne. Évidemment, ça ne marche pas, comme je vous disais tout à l'heure, vous êtes moine bouddhiste, vous voulez vous transformer en moine bouddhiste, vous enfermez dans un monastère, le monde va continuer à bouger autour de vous, et quand vous sortirez de votre bulle, vous apercevrez que vous êtes encore plus perdu qu'avant, parce que vous n'avez pas tenu compte du changement qui est inéluctable, qui est universellement inéluctable. Alors, comme je disais tout à l'heure, la constante actuellement, c'est le défilement de plus en plus, on dirait un rouleau compresseur, de ces changements. C'est que le temps s'accélère, l'impact du temps et l'usure du temps s'accélèrent, donc les entreprises sont de plus en plus confrontées à des problèmes, et lorsque les problèmes se multiplient, on arrive à une situation qui s'appelle une crise. Alors on est bien placé aujourd'hui pour en causer, parce que là, il y a une accumulation de nouvelles données sanitaires qui ont provoqué l'accumulation de problèmes. Les entreprises sont confrontées à des multi-problèmes qui touchent toutes les strates, tous les sous-systèmes de leur entreprise, et comme celles-ci ne peuvent pas tous réagir de façon égale, en même temps et avec la même efficacité, on arrive à l'amoncellement de ces problèmes qui provoquent la crise. Alors dans une période de crise, évidemment, les ajustements et la résilience, on passe à l'exercice, au lieu de passer à l'exercice une fois par année, là, ces temps-ci, on passe à l'exercice tous les jours, au niveau entrepreneurial. Parce que tous les jours, il y a une nouvelle donnée, tous les jours, il y a une nouvelle statistique, tous les jours, il y a des nouvelles réglementations gouvernementales, départementales, internationales, qui viennent mettre justement à l'épreuve cette capacité de résilience. Alors c'est clair, maintenant les marchés sont un petit peu en hibernation, tout a un peu arrêté, donc c'est clair qu'il y a toujours dire qu'est-ce qu'on peut faire de bien pendant cette période, c'est-à-dire on peut peut-être s'interroger sur comment allait notre entreprise avant, et puis qu'est-ce qu'on peut faire, prendre ce temps de recul et un peu ce temps d'hibernation pour certains, dans certains domaines. Je dis que ce n'est pas dans tous les domaines, évidemment, parce que dans certains domaines, l'accélération n'a pas changé, ça continue. Mais dans les domaines où il y a un petit ralentissement, peut-être s'interroger sur qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on peut faire pour repenser la façon dont on travaillait et être prêt lorsque tout redémarrera avec des nouveaux outils, être prêt pour faire face justement à ces à des nouvelles problématiques, être prêt à réagir à la phase post-Covid en ayant un peu regroupé ses forces, refait une analyse de comment on travaillait avant et en essayant de pouvoir repartir de plus belle, justement en ayant pris ce temps d'arrêt comme un temps de ressourcement et un temps de réorganisation interne. Voilà. Alors du coup, en pratique, quels outils justement on peut utiliser pour corriger ces dysfonctionnements dont vous parlez et ces problèmes dont vous parlez qui s'accumulent et qui visiblement ne vont pas aller en s'arrangeant? Alors il y a des outils. Il y a des outils assez précis. Il y en a deux grands que moi j'ai adapté dans ma façon
de conduire l'entreprise que j'ai dirigée pendant 30 ans. Et c'est des outils, je ne les ai pas inventés, j'ai suivi pendant des années l'école du docteur Adizes qui m'a beaucoup guidé et qui m'a beaucoup inspiré dans ma façon de conduire mon entreprise. Et lorsqu'il allait analyser chaque sous-système, lorsqu'il disait, voilà, il y a un problème dans le département ressources humaines. Voilà, on va réunir les gens des ressources humaines et on va essayer de trouver pourquoi ça ne fonctionne pas, les ressources humaines. Alors, donc, il réunissait ses collaborateurs et chacun devait dire, voilà, moi, je pense que nos RH ne fonctionnent pas pour telle raison. Avec 2 règles essentielles. 1, on laisse parler chacun des collaborateurs, on a 15 collaborateurs, chacun dit ce qu'il pense, personne n'interrompt personne. La 2e règle, c'est qu'on ne parle, lorsqu'on pointe un problème, on ne parle jamais d'un autre collaborateur. Je vous dirai pourquoi après. Et 3e règle, j'en avais dit 2, mais il y en a quand même 3, c'est qu'on ne cite que des problèmes qui sont solubles. C'est-à-dire, si moi je vais au RH puis je dis, moi je ne peux pas travailler en RH parce qu'il ne fait pas assez beau, il n'y a pas assez de soleil ici à Saint-Quentin, donc je suis désorienté, je ne peux pas travailler. Donc malheureusement, le temps, on ne peut pas le changer. Le temps qu'il fait, on ne peut pas le changer. Donc la 3e règle, c'est qu'on ne parle que de problèmes solubles. Et à la fin de la réunion, lorsque tout le monde a parlé, l'idée, c'est d'avoir trouvé la solution. Si la solution n'est pas trouvée, le principe de l'école Adizes à l'époque, c'est qu'on limoge tout le monde. Mais ça, les participants le savent avant. Parce que si un sous-système ne peut pas travailler en confiance mutuelle et en respect, j'en arrive justement à ces deux thèmes, à ces 2 outils, c'est celui-là, ça veut dire que le sous-système, le département, il est absolument, sous cette forme-là, il ne peut pas fonctionner. Donc il a besoin d'autres personnes et d'autres façons de penser. J'en arrive donc à ces 2 outils, c'est en entreprise, dans chaque système, que ce soit bottom-up ou top-down, il y a ces 2 aspects qu'on doit respecter. 1, c'est le respect. 2, c'est la confiance mutuelle. Je commence par le respect. Qu'est-ce que c'est le respect? Le respect, c'est, on travaille dans le même service, vous êtes différent de moi, vous avez le droit d'avoir un autre avis, et je vous donne le droit de n'être pas d'accord avec moi, parce que le fait que vous ne soyez pas d'accord avec moi, ça va m'amener une autre idée, ça va m'enrichir et ça va me permettre de porter mon attention sur un truc que je n'avais pas compris ou sur une direction que j'aurais jamais pensé prendre. Donc, je suis d'accord d'accepter l'autre avec un avis différent. Et le deuxième outil, c'est la confiance. C'est la confiance mutuelle. C'est-à-dire que si dans un service, on travaille ensemble, je travaille avec un collaborateur, avec 3 collaborateurs, et que je n'ai pas confiance en eux, je ne les respecte pas parce que je n'ai pas confiance en eux, donc on n'a aucune chance de régler le problème. Donc la résilience, elle se fait par secteur et intrapersonnel, donc on revient à l'humain toujours de toute façon, c'est-à-dire que la résilience, elle se joue d'abord au niveau des humains qui travaillent à l'intérieur de la dite structure, avec respect, confiance mutuelle, pour trouver la solution au problème. On la trouve ensemble. Donc il y a toujours une forme de mission collaborative, collective, lorsqu'on est dans une entreprise, que ce soit de la direction jusqu'à la production, que ce soit intra-secteur, chaque sous-système. S'il n'y a pas ces 2 constantes-là, votre entreprise, elle est en train de s'asphyxier et elle est en train de dégénérer. Alors c'est clair, il y a d'autres solutions. Par exemple, maintenant, il y a des entreprises qui disent nos chiffres ne sont pas bons, on est dans un moment où on vend rien, les marchés sont faibles. Qu'est-ce qu'on fait? Tiens, on va couper 30% du personnel. Alors les chiffres, 2 mois plus tard, les chiffres sont magnifiques. Sauf que je prends un peu l'exemple, c'est l'exemple de la diète. Moi, je trouve que j'ai une personne qui fait 100 kilos, elle se dit moi, je suis vraiment trop lourd. Je monte sur la balance, je fais 100 kilos, ça ne va pas du tout. Qu'est-ce que je fais? Je vais me couper un bras. Après, je vais faire plus que 85 kilos, c'est bien. Alors,
Parce que quand vous coupez dans 30% de vos ressources, on dit on coupe dans le lard. Tiens, c'est intéressant l'expression. Mais quand on coupe dans le lard, des fois, on ne coupe pas que dans le lard, on coupe dans le muscle aussi. C'est-à-dire on coupe dans les forces vives de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on fait à court terme que les chiffres soient très beaux. Puis on se dit, bah, nous on était résilients, on a compris, hein, on a remonté les chiffres là, tout de suite, là, en 2 mois, on est repassé dans les chiffres noirs. Mais en fait, sur le long terme, vous avez coupé dans les forces vives de l'entreprise, et le jour où il y a une reprise, vous avez perdu ces forces vives, qui probablement vous ont pris tellement de temps à les former, à imprimer cette culture d'entreprise à des gens qui étaient confiants en vous. Parce que quand vous coupez comme ça, les autres collaborateurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils perdent le respect de l'employeur parce que vous aurez enlevé les collaborateurs. Et surtout, ils n'ont plus de confiance. Donc, ils vivent dans la peur. Ils n'ont plus de respect ni de confiance. Alors, les deux outils pour remonter, pour garder la barre et garder le cap dans des moments de difficulté, c'est justement la confiance mutuelle et le respect entre les collaborateurs et surtout bottom-up, top-down. Si ça ne fonctionne plus, eh bien, vous êtes à l'agonie, alors que vos chiffres sont dans le noir, mais vous êtes quand même un peu à l'agonie. Donc ça, vous voyez, il y a quand même plusieurs façons de... La résilience, elle se déguise sous plein de formes. On peut dire, non, on est très résilient, vous avez vu, on a remonté le truc, mais la résilience, c'est aussi un truc qui se travaille comme une culture. Une culture même quand ça va bien. Parce que la résilience, c'est bien joli de dire, oui, mais c'est bien joli de dire, oui, on a eu on a eu une crise, on a bien réagi. Mais la résilience, elle s'imprime d'abord en amont, avant la crise. C'est-à-dire que c'est une forme de flexibilité, de pensée, d'action et de réaction qui se forme dans une culture d'entreprise. Et la confiance mutuelle et le respect au sein de l'entreprise, c'est une culture qu'on imprime dès le départ, lorsqu'on construit une entreprise, et la façon dont on la gère au jour le jour, c'est ça qui fera que l'entreprise elle sera plus ou moins capable de supporter les ouragans et les tornades sur l'océan tel un bateau, tandis que dans le cas contraire, à la première vague, le bateau se casse. Donc ça, c'est un peu le message que moi j'aime faire passer. J'aime bien, lorsque je vais dans des entreprises, parce que j'ai des amis qui me disent « Viens voir chez moi, dis-moi un peu ce que tu penses ». Et je regarde un peu la façon dont les gens se parlent, dont les gens collaborent, dont les gens font leur coworking, et la façon dont ils se parlent et dont ils se respectent, et est-ce qu'ils s'écoutent, est-ce qu'ils se font confiance. Eh bien, il y a toute cette dynamique-là qui, à mon avis, est centrale dans la façon de mettre en place la résilience. Ça, c'est aussi une chose. Il y a aussi encore une autre chose que je voulais ajouter. Alors, c'est clair, il y avait cette option de dire, voilà, on va balancer 30% des effectifs, on va couper pour que les chiffres soient noirs. L'autre, il y a peut-être d'autres façons de faire. Il y a peut-être des façons d'être plus créatives, justement, pour ne pas appuyer encore et exagérer cette désintégration. Si on parle de réintégration, qu'on réintègre, d'essayer de trouver des solutions créatives. Il y a le job sharing, par exemple, on dit, voilà, au lieu de ne pas garder les forces vives, on va garder les forces vives de l'entreprise, sauf qu'on va dire, toi tu travailles lundi, mardi, mercredi, et puis toi tu travailles mercredi après-midi, jeudi, vendredi. Comme ça, on garde les forces vives, chacun fait un effort. Souvent, c'est la direction je connais certaines entreprises qui ont pratiqué ça ces derniers temps, où le patron dit, moi je lâche 50% de mon salaire pendant le temps de la crise, et la secrétaire, elle lâche peut-être 5% ou 10%. Mais tout le monde va dans une mission collaborative, et dans une mission pour essayer de garder l'intégration. On reste un. On ne vient pas des petites parcelles désintégrées qui vont être un petit peu le champ du signe de l'entreprise. Voilà. Je conclurai peut-être tout ça en disant que, comme je l'ai évoqué tout au long de cette petite intervention, je dirais qu'une entreprise, c'est quoi? C'est des humains. Alors c'est clair, vous, aujourd'hui, les thèmes ces 2 jours, c'est la robot numérique. Mais derrière les robots, il y a toujours des humains. Et l'humain, le robot, il est là. C'est une prolongation de la main de l'humain. Donc derrière le robot, il y aura l'humain qui
qui va toujours être au centre du processus de résilience, du processus d'adaptation, du processus de création, du processus d'ajustement au changement. Et ces humains-là, dans la confiance et dans le respect de l'autre, dans le respect mutuel, vont pouvoir travailler à former cette résilience en amont, avant les problèmes, ou en sachant que les problèmes, de toute façon, et les changements vont arriver, comme dans notre vie individuelle, comme dans la vie d'entreprise, comme ils vont de toute façon arriver. Il faut juste être... La résilience, c'est quelque chose qui se travaille en amont. C'est ça le mot clé de mon intervention. De votre intervention. Merci beaucoup, Gérald Métrose. On n'a pas tout à fait fini. On a des questions et j'en ai un certain nombre. Merci d'abord pour tous ces mots-là. La résilience, en ce moment, en tout cas, on en a beaucoup parlé. Vous rappelez l'humain, même si on est dans cette thématique de la robotique. On en a parlé hier avec un certain nombre d'invités. Sur cette notion de... J'imagine que vous allez souvent en entreprise parler de cette résilience en entreprise. Comment est-ce qu'on arrive avec un collectif, et vous nous avez évoqué le participatif, le collaboratif. Comment, si dans ce collectif, on a des individus qui ne sont pas résilients, est-ce que ça a une incidence sur la résilience du collectif ? Alors, c'est sûr que les individus, on en revient exactement à l'exemple que je donnais tout à l'heure. Si on a dans une équipe quelqu'un qui est moins résilient, il y a un consensus d'équipe à trouver sur le problème de cette équipe. Si une équipe elle a un problème à fonctionner, une équipe, ça veut dire un département, ou une équipe de football, c'est la même chose. Parfois, il peut y avoir des éléments qui ne peuvent pas s'adapter à la vision globale. Si il y a 15 collaborateurs, il y en a 14 qui sont conscients que le problème il est là, puis qu'il y a une 15e personne qui pense que le problème il est complètement ailleurs, il y a une forme de « ok, on le respecte, il n'est pas de notre avis, on peut analyser ça, mais à la fin, quand, je disais tout à l'heure, il y a des décisions à prendre. C'est pour ça qu'il y a aussi des gens qui doivent décider, qui doivent prendre des décisions, et ils doivent implémenter ces décisions. C'est souvent ça le plus délicat, hein. C'est l'implémentation, et c'est comment on exécute les décisions. Parce que, et peut-être je vais un peu plus loin que votre question, mais l'implémentation des décisions, c'est un thème très intéressant dans les entreprises. Parce que souvent, on a la bonne solution. C'est assez facile, on a vite trouvé. On est 8 collaborateurs dans le secteur de la finance. On me dit, mais oui, c'est vrai, on n'a pas très bien fait ce travail, là, on doit vraiment améliorer ce secteur-là. Tout le monde est d'accord, ouais les gars, c'est bon. Bon, alors on commence demain, alors là. Sauf que il y a des gens qui sont beaucoup plus motivés à faire des changements, puis d'autres beaucoup moins, parce que lorsqu'on fait des changements et qu'on fait des adaptations, ben certains ils mettent un peu les freins parce qu'ils perdent un peu d'autorité ou ils perdent un peu de responsabilité. Donc ils disent ouais, mais bon alors, je ne vais pas trop me presser pour mettre à jour mon ordinateur, je vais attendre là. Et puis des fois les décisions, elles sont très bonnes, elles sont trouvées assez facilement, mais leur implémentation elle prend 2 ans. Ou 2 ans parce que certains ont tellement mis les freins que finalement ça s'est un peu noyé comme ça, puis le changement ne se fait pas et on continue l'agonie continue. Et le secteur, je parlais de secteur finance, il ralentit tout le processus de l'entreprise parce que tout le monde a suivi dans les changements sauf ce secteur-là qui traîne les pieds parce que certains mettent les pieds, ne sont pas très collaboratifs et puis on se retrouve avec un problème. Supplémentaire. Oui. J'ai une question sur le mot même de résilience. On a beaucoup parlé de l'importance des mots avec notre conférencier d'hier, Philippe Bloch, sur l'importance des mots et du langage. Il y a quelques années, on a comme ça beaucoup amené dans l'entreprise le mot bienveillance, qui s'est galvaudé, qui est devenu une espèce de mot valise. On ne savait plus trop ce que ça voulait dire. Il fallait absolument... Puis c'était devenu une injonction à la bienveillance. Est-ce qu'on risque de tomber dans ce piège-là avec l'injonction à la résilience, à votre avis ? Les mots ne valent que par l'application qu'on en fait. Parce que les mots, comme vous dites, bienveillance, c'est devenu un mot valise. Résilience, c'est presque devenu un mot valise aussi. Oui, c'est pour ça que je vous pose la question. Parce que ah ouais, t'es pas résilient, t'es pas d'accord de venir avec moi boire un verre cet après-midi, t'es pas résilient. Toi, on fait n'importe quoi avec ce mot. La résilience, c'est quand même assez technique comme mot. Et il y a quand même tout
il y a une étape de volontarisme dans la résilience, c'est-à-dire qu'il y a quand même une décision qui se prend de dire « Ok, un changement arrive, il faut que je décide à un moment donné, oui, je vais essayer de faire quelque chose, oui, je vais essayer de m'adapter, ou non, je me résigne et je ne m'adapte pas. » Et on n'est pas en individuel, vous l'avez dit en introduction, il n'est pas certain qu'on soit tous égaux au niveau de ces armes-là. On a eu plein de... Boris Cyrulnik a écrit un livre sur 2 jumeaux qui avaient vécu l'Holocauste, les camps de concentration, les mêmes conditions, les mêmes secteurs, les mêmes souffrances. Les 2 sortent vivants. Un des 2 frères devient un grand chef d'entreprise avec plein d'idées, plein de dynamisme, plein de courage. Le deuxième, c'était la catastrophe, il n'a jamais pu supporter ça. On n'est pas égaux. Moi, j'ai fait une conférence, on m'a demandé de faire une conférence une fois sur savoir si la résilience s'entraînait. Si comme on apprend à nager, comme on apprend à jouer au tennis, est-ce qu'on apprend à être résilient? Et puis, à la fin de la conférence, ma conclusion, c'était un grand point d'interrogation, parce que je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai rencontré dans ma vie beaucoup de gens, et j'ai personne rencontré d'égal, ou de dire, voilà, tout le monde qui pouvait dire, moi je suis autant résilient que lui. Moi, par exemple, sur certains aspects de ma vie, je me considère comme extrêmement résilient, et sur d'autres, pas du tout. Donc même à l'intérieur de chaque individu, il y a des secteurs où on se dit, alors moi pour ça, aucun souci, je vais m'adapter. Puis pour d'autres, on est peut-être beaucoup moins flexible et moins capable de s'en sortir devant l'adversité sur d'autres domaines. Alors, imaginez dans une entreprise, vous avez des dizaines, des centaines, des milliers de gens. Il faut quand même créer cette ambiance de résilience, cette ambiance de flexibilité, d'esprit et de comportement. Et parfois, comme je disais tout à l'heure, si un élément ne peut pas se mettre dans une mission collective, il ne peut plus être dans l'entreprise. Et pour moi, c'est... Et après, lorsqu'on doit mettre en place ces solutions, où on doit s'ajuster, il y a 2 façons de mettre en place des solutions. Soit on fait de la dictature, de l'autoritarisme. Moi, je dis, c'est comme ça, si ce n'est pas comme ça, vous partez, vous dégagez. Alors là, c'est clair que la confiance mutuelle, le respect, c'est un peu moins facile. Et puis, il y a l'approche, allez, on est tous en mission, les gars, comme dans une équipe de foot, les gars, on y va tous gagner. On va gagner le match, ça va être super, on est dans une dynamique de gagnant, on s'en rappellera toute notre vie, comme on a remporté cette finale de coupe aujourd'hui. Il y a plusieurs façons, mais dans tous les cas, il ne faut pas oublier, on s'adresse à des humains. Les humains, ils ont des humeurs, ils viennent au boulot le matin, ok, certains... ils sont en plein divorce, ils viennent d'avoir un deuil, ils sont plus tristes, plus dynamiques, plus joyeux, moins joyeux que d'autres. On a quand même des humains derrière employés, il y a un humain. Et tant qu'on a affaire à l'humain, il n'y a jamais rien de blanc et de noir. Tout est dans la nuance, comme dans tout en fait. On nous demande si vous associez aussi parfois la résilience à la notion de bon sens. Non, je ne crois pas que c'est la même chose. Le bon sens, c'est une forme de logique et une forme de mise en perspective des problèmes. Pour moi, dans le bon sens, il y a une question, une forme d'intelligence organisationnelle. D'accord. Et de distanciation émotionnelle par rapport à des problèmes. Dans la résilience, il y a d'abord un côté décisionnel. On doit d'abord décider de se prendre en main, décider de se dire, voilà, je vais m'adapter au changement, je vais vivre avec ça, je vais faire ce que je peux faire, je vais prendre conscience de ce que je ne peux pas faire. Bref, je vais prendre conscience de mes ressources et de mes faiblesses, et je fais une analyse, puis je vais partir de ça. Et puis il y a aussi probablement un facteur génétique. Il y a des gens qui ont, pour des raisons sans doute qui dépassent notre entendement et notre compréhension, des gens qui sont plus capables de s'ajuster et de rebondir après des revers, des échecs que d'autres. Et on essaie d'entraîner avec les limites que ça a, on essaie de l'entraîner, on essaie de se dire, mais si ça fonctionne chez Jean, pourquoi ça ne fonctionne pas chez Jacques? C'est un peu
bienvenue dans l'analyse de l'humanité, parce que c'est à ça qu'on est confronté, c'est aux êtres humains, quoi. Est-ce qu'il y a une piste du côté du changement de regard? Moi, j'ai bien aimé l'idée que dans votre livre, vous nous invitez à nous asseoir à côté de vous, avec ce côté la vie d'en bas. Est-ce que cette notion de, à la fois, vous portez pas le même regard que quelqu'un qui serait dans la verticalité toute la journée, vous portez pas forcément le même regard sur les choses et sur la vie et sur les êtres humains, et les êtres humains ne portent pas non plus le même regard sur vous. Donc, est-ce que là-dessus, il y a une piste vers la résilience? Alors, le regard de l'autre, c'est un grand thème. C'est un grand thème qui nous touche tous. Parce que le matin, vous vous levez, vous prenez le bus pour venir au travail, vous voyez quelqu'un qui vous dit « Ah, bonjour, ah, mais vous avez bonne mine aujourd'hui, c'est trop joli comme vous êtes habillé, vraiment c'est plaisant. » Vous arrivez au bureau, ah, vous êtes sur un nuage, oh, on m'a fait un compliment, À contrario, vous prenez le bus, quelqu'un vous dit oh, mais vous n'avez pas l'air bien, vous avez l'air malade aujourd'hui, ça ne va pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous arrivez, alors que vous étiez très bien, vous arrivez au bureau, vous êtes déprimé, tout ça. Donc le regard des autres, c'est l'opinion de l'autre sur nous. C'est quel est le pouvoir qu'on donne à l'opinion de l'autre sur nous. Ça, c'est l'histoire de la vie de tout le monde, de chacun de nous. Est-ce que l'opinion de l'autre va influencer mon comportement et est-ce que je vais utiliser ça? Parce que lorsqu'on prend les compliments puis qu'on est sur un nuage, c'est la même arme, c'est le même levier que lorsque quelqu'un vous dit vous avez l'air malade et que vous passez une mauvaise journée. C'est exactement le même levier. Donc, et ce même levier, il est tous actionnable chez chacun de nous. Parce que si quelqu'un de proche, votre enfant, votre mari, vos parents vous disent quelque chose, eh ben, le levier, il est quand même plus sensible. Tandis que c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous dites, bon, ben, peu importe, je ne connais pas cette personne. Donc, on est quand même très sensible à ça. Moi, je dis, c'est un travail de tous les jours. C'est un travail de tous les jours, et c'est une question qu'on ne règle jamais, le regard de l'autre sur nous. Le tout, c'est de ne pas en faire, c'est de lui donner l'importance vraiment la plus minimale qui soit. C'est très difficile, je sais, c'est un exercice tous les jours, parce que quand quelqu'un vous fait un compliment, c'est tellement difficile de dire « Non mais c'est ton avis, moi je prends pas ça pour moi ». Et la même chose quand quelqu'un vous fait une remarque désagréable, une critique. On parlait tout à l'heure du respect, hein, du respect. Lorsque quelqu'un vous fait une critique, vous n'êtes pas d'accord avec lui, mais vous acceptez son avis sans le détester, sans prendre mal. Mais ça vient toucher des strates très profondes de notre être, ça vient toucher notre ego. Parce que l'avis des autres sur nous, ça vient toucher notre ego. Et ça, c'est encore un autre thème de conférence. Je reviens l'année prochaine. Je reviens l'année prochaine pour sur l'ego. En effet, j'avais une question sur l'ego. Là, on nous pose une question sur est-ce qu'il existe une relation entre la solidarité et la résilience? Alors, je pense que la résilience, elle est aussi basée sur l'entourage, sur l'environnement social, familial, et économique d'une personne. C'est clair que si vous êtes dans un milieu encourageant, un milieu résilient, déjà résilient, des personnes qui sont bien résilientes, ce serait quand même plus facile que si vous êtes à côté de personnes qui vous tirent vers le bas, en vous disant non mais c'est vrai, t'es vraiment nul, abandonne, reste dans ton coin, fais rien, t'as raison, t'auras pas de problème, mais accepte que il y a aussi si vous êtes dans un milieu misérabiliste, ça va être beaucoup plus difficile. Donc c'est clair que ce que vous dites, la question c'était est-ce qu'il existe une relation entre solidarité et résilience? La solidarité, c'est vraiment ça. C'est venir vers l'autre et puis lui dire, écoute, non, je te prends par la main, viens, on va se balader, je vais te faire découvrir autre chose, on va aller en forêt, on va respirer, on va prendre des bonnes énergies. Et à contrario, si vous êtes avec des gens qui vous disent, non, viens, on va au bistrot, parce que de toute façon, il n'y a qu'à... on va noyer tout ça dans l'alcool, de toute façon, c'est le seul truc, c'est la seule solution. Alors, la solidarité et la résilience, à mon avis,
ils sont très liés. Et en plus que je vous parlais de mission collective et de mission collaborative dans l'entreprise. Alors, imaginez si vous avez 15 collaborateurs qui sont dynamiques, positifs, bien sur leurs appuis, et puis vous êtes le 16e qui arrive là, eh ben vous allez probablement être entraîné là-dedans. Il y a toute cette dynamique-là. C'est pour ça que dans la théorie du management d'entreprise de Adidas, il dit lorsque une équipe de 5 ou 6 collaborateurs qui travaillent dans un secteur, s'ils ne peuvent pas s'accorder sur où est le problème et sur comment ils vont le résoudre, ils ne servent à rien et on ne peut pas les garder. Même qu'il y en a un bon dans l'équipe, mais il est corrompu par la dynamique de l'équipe, donc le secteur, le département, ne fonctionnera pas. Donc on ne peut pas garder, on est obligé de changer. C'est comme lorsque les freins de votre voiture ne marchent plus, vous ne pouvez pas les réparer, vous devez changer les freins. C'est exactement ça. Alors, il y a cette notion d'acceptation, mais c'est pareil, l'acceptation, ça ne se décrète pas comme la résilience. On nous pose la question, est-ce qu'il ne faudrait pas simplement, finalement, accepter les choses sans sombrer ? C'est pas simple. Alors, ça dépend si on parle au niveau personnel ou au niveau entreprise. Parce qu'au niveau entreprise, si vous acceptez que votre secteur ne fonctionne pas, vous pouvez déjà faire une croix sur votre entreprise à long terme. Si le secteur vente ne marche pas, puis que vous ne trouvez pas la solution pour le faire fonctionner, parce que vos collaborateurs ils ne s'entendent pas entre eux, parce qu'ils n'écoutent pas les recommandations du secteur marketing et de la direction, votre entreprise, elle va à la catastrophe. Oui, mais c'est pareil que l'individu, il faut l'accepter, ça, pour son entreprise. Non, mais si vous acceptez que les freins de votre voiture ne marchent pas, vous allez avoir un accident. Donc, alors, au niveau personnel, si vous acceptez de dire, ben voilà, moi j'accepte mon sort, je ne vais vraiment rien tenter pour changer, ben vous devrez vivre avec les conséquences de l'acceptation. Pour moi, elle a deux côtés. Il y a un côté très positif à se dire, voilà, j'accepte ce qui arrive, je suis un être humain, il y a des choses qui me dépassent, certaines fois il y a des choses qu'on peut changer, et des choses qu'on ne peut pas changer. Ça, c'est le côté positif de l'acceptation. Le côté moins rose de l'acceptation, c'est qu'il est très proche de la résignation. C'est un peu la porte à côté. Et la résignation, c'est quand même un peu du défaitisme. Et le défaitisme, au bout du compte, il mène à l'anéantissement. Défaitisme à répétition. Alors, on va tous être anéantis de quelque chose d'un jour, mais si on peut quand même, tant qu'on a la possibilité de ne pas être anéanti complètement et puis d'être plutôt en action, en réaction qu'en résignation et en acceptation résignée, moi je préfère, mais sans juger les gens qui sont dans une autre optique. Bien sûr. On est dans les dernières minutes de cette conférence, donc pour conclure, évidemment j'ai plein d'autres questions et il faudra qu'on fasse une autre conférence sur plein de choses, mais je reviens l'année prochaine. Qu'est-ce qui vous a le plus aidé, vous, pour votre résilience à vous, et qui peut peut-être se transposer dans l'entreprise, et du coup, qui serait le message qui pourrait le plus aider les entreprises sur cette question de la résilience ? Alors moi, je pense que si je parle d'un point de vue personnel, moi, ce qui m'a le plus aidé, c'est mon environnement. J'avais un environnement extrêmement motivateur, et qui ne m'a pas vraiment donné le choix de la résignation. Sa résignation, et c'est une forme d'école. Moi, j'avais 2 ans et demi quand j'ai eu mon accident. Donc, j'ai eu c'est une forme de... Si à un moment, on a à choisir, c'est mieux de choisir le moment tôt parce qu'on a encore tout le dynamisme et on a surtout l'ici et le maintenant de l'enfant. L'ici et le maintenant, c'est-à-dire on vit ici et maintenant. Donc, on ne vit pas en pensant, oui, mais je vais faire quoi dans 15 ans comme métier ? On vit, comment je vais survivre avec les besoins de base, c'est-à-dire comment je vais me lever, comment je vais me déplacer, comment je vais manger, comment je vais dormir, et est-ce que j'aurai un toit pour dormir ce soir. Ça, c'est les premières choses quand vous êtes enfant, vous pensez à ça. Et ça m'a donné, cette urgence de survivre petit, et l'environnement que j'avais, familial surtout, et les amis et social, qui m'ont dit non, lâche pas, on va continuer. Ils m'ont entraîné dans leur sillage. Et si on transpose ça au sein de l'entreprise,
eh ben, c'est un peu comme tout, c'est le dynamisme général de la direction jusqu'en bas et la culture d'entreprise, si elle est basée sur confiance mutuelle, respect et recherche de solutions plutôt que résignation, acceptation et, ou autres données peu productrices, eh ben, c'est exactement la même chose. En fait, les entreprises, moi, quand je pensais à mon entreprise, je pensais au corps humain. Les membres, chacun, tout fonctionne pour que tous les sous-systèmes doivent bien fonctionner pour que le système global fonctionne. Et quand s'il y a un membre qui ne marche pas, ben, il faut le soigner. Et puis, quand il est plus soignable, ben, voilà. Ben, je suis bien parlé parce qu'on n'a pas pu soigner mes jambes, j'en ai plus, mais j'ai quand même essayé, j'ai mis en place cette résilience pour pouvoir fonctionner comme une entreprise qui serait amputée d'un secteur, ben, se développe dans un autre secteur. Merci beaucoup d'avoir incarné vraiment cette résilience et de nous avoir passé tous ces messages, Gérald Métrose. Merci. J'étais ravie de vous rencontrer. Merci beaucoup. On continue cette convention d'affaires, 2e jour de RoboMeeting Smart Industry. On se retrouve tout de suite.